Bonjour à tous. Bon, c'est rassurant, parce que comme je disais, il y a 10 minutes, il n'y avait personne dans la salle quasiment, donc c'est bon, il y a du monde, c'est chouette. C'est la faute à Microsoft. C'est la faute à... Ouais. Et on va en parler de Microsoft en plus, mais je ne peux pas leur en vouloir, ils ont des belles choses à nous raconter, donc... justement, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tenir dans 30 minutes avant que je me fasse gronder. Ça va être compliqué, je ne vous cacherai pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aime bien quand c'est interactif. En même temps, effectivement, par rapport aux 30 minutes, c'est possible que certaines questions, je vous invite à venir me voir à la fin pour qu'on prenne le temps d'en jaser. 30 minutes, c'est très court pour vous parler des solutions info-nuagiques. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Désolé si c'est le cas, malgré tout. On va déjà parler pourquoi avoir besoin des outils spécifiques info-nuagiques. C'est vrai, après tout, c'est que de l'informatique. Cloud is just another else server. Bon, je ne suis pas sûr, là, personnellement, là, mais bon, on va l'expliquer pourquoi. Le marché des outils, en fait, spécialisés. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi ce marché? C'est intéressant aussi de voir les différentes gammes d'outils. Donc là, on va rentrer dans le détail. Et puis, vers où on se dirige actuellement en termes de tendance. Ensuite, on va parler des critères importants, parce que comme il s'agit justement bien souvent de solutions qui ne sont pas très connues, au final, on se retrouve face à des vendeurs qui nous parlent de leur solution qui est forcément la meilleure, et puis c'est compliqué pour un client de faire les bons choix. Donc je vais vous amener, c'est des critères un petit peu personnels, là c'est basé sur notre expérience, mais des points qui selon moi font la différence dans chacun de ces outils, qui va être important pour vous systématiquement de regarder. Et puis enfin, très rapidement, si on a le temps, des exemples d'utilisation avancée. Pourquoi? C'est vraiment le fun, un CNAP. Et puis clairement, voilà, vous avez compris la conclusion, le CNAP, c'est le fun. Voilà, c'est ça. Donc la présentation, bon, ben voilà, donc ça on en a déjà parlé. Je suis associé chez KPMG. Peut-être ma particularité, c'est que si vous regardez mes certifications, vous verrez des certifications assez techniques. Je crois beaucoup en fait à la valeur d'être d'un accompagnement qui va de la gouvernance jusqu'à l'opérationnel, jusqu'au tactique, de comprendre les implications de nos recommandations de sécurité, les impacts que ça a sur vos systèmes et sur votre disponibilité. Donc, c'est un peu mon credo d'être assez deep dive. Pourquoi KPMG, par contre, c'est pas forcément encore partout très connu. Je commence à l'être de plus en plus, je pense, au Québec, en termes de cybersécurité. Mais oui, effectivement, on est une firme très active en cybersécurité. On est reconnu mondialement. On est un grand groupe, ça, sans doute, vous le saviez. Mais au Québec, en fait, on a une grosse gagne en cyber. Là, je veux dire, on commence à être assez important. Et puis, on a 12 associés tout de même qui se focalisent sur la cyber, dont moi, dont je fais partie. Pour la partie, moi, vraiment, je suis focalisé Cloud Security. Pourquoi des outils spécifiques à l'info nuagique? Déjà, un premier constat, et puis, alors ça, on peut en discuter autour d'une bière, et puis on va passer la soirée là-dessus, parce qu'il y a toujours des gens qui sont très sceptiques par rapport à l'info nuagique, à l'utilité d'y aller, et puis surtout, est-ce qu'il va vraiment y avoir un transfert vers l'info nuagique important? Moi, c'est clair, enfin, c'est pas moi, mais en fait, en réalité, ma lecture que je fais du marché est très claire. On y va. Là, je veux dire, on y va big time vers l'info nuagique. C'est pas un conditionnel, c'est une réalité. Alors oui, au Québec, on est un petit peu en retrait par rapport à d'autres pays comme les États-Unis qui sont beaucoup plus avancés. Mais au Québec aussi, on commence à y aller là. C'est inévitable. C'est inévitable, non pas parce que, à la limite, c'est même pas pour des raisons technologiques. C'est pas forcément les TI là, qui vont aller vers l'info nuagique, c'est la business. Et la business, elle le veut à la fin, elle veut de l'info nuagique, elle veut de l'agilité, elle pousse très très fort, c'est ce qu'on voit ici. Aujourd'hui, on a encore une majorité de gens qui ont une minorité de charge de travail dans l'info nuagique. Dans les 3 prochaines années, là, on est clairement, on continue à progresser sur cette consommation info nuagique. Donc, oui, c'est mon message que je répète année après année. On y va. Et puis, année après année, les chiffres le confirment. Il faut s'y préparer. On n'a pas le choix. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de voir au niveau des données. Souvent, en fait, on a des verrous un petit peu psychologiques sur le fait que l'info nuagique, ce n'est pas sécuritaire. Donc, on va peut-être garder nos données les plus sensibles on-prem sur site. Et puis,
Tu sais, on imagine des cas d'usage, par exemple, comme des sites web, etc., sur l'info nuagique, ça se prête bien, effectivement, là, c'est intéressant comme cas d'usage. Mais la réalité, c'est qu'on le voit, là, les données les plus sensibles, ça y est, elles aussi, elles sont en train de se transférer sur l'info nuagique, là. Tout ce qui est données financières, personnelles, qu'on avait longtemps une certaine appréhension, puis c'est tout à fait compréhensible et justifié, là. Mais veut pas, encore une fois, la business, elle pousse, et puis c'est en train de se transférer dans l'info nuagique. Sur des plateformes ou sur des SaaS. Les SaaS étant évidemment compris dans le paysage infonuagique. Puis dernière petite statistique intéressante, je vais y revenir là-dessus d'ailleurs, c'est le multi-cloud. Alors ça, c'est le truc souvent le plus polémique. C'est que, j'ai envie de dire, malheureusement, le multi-cloud est en train de s'imposer. Vous le voyez, c'est une réalité. On a beau... Puis moi, je pense qu'en tant que gars de sécurité, honnêtement, je ne peux pas être très pour le multi-cloud, parce que ça implique énormément de complexité derrière en termes de soutien, de compétences, etc. C'est très compliqué, mais c'est une réalité aussi. C'est que malheureusement, on a souvent un main provider, là, on a souvent une plateforme majeure, donc on focalise notre entreprise là-dessus, Azure, AWS, GCP, whatever. Mais bien souvent, on a toujours une petite ligne d'affaires là qui oh bah tiens, j'ai un data lake là qui est sympa sur Azure ou sur AWS. Puis donc on a une ou deux petites charges de travail qui traînent à droite à gauche. Ça c'est notre réalité. On va avoir du mal en tant que TI à lutter contre ça, très honnêtement. Ça aussi c'est en train d'arriver. Alors ça dépend de la taille d'entreprise évidemment. Plus on va être sur une taille importante d'entreprise, plus ça va être vrai ce constat multi-cloud. Dans une petite PME, on a encore un petit peu plus de contrôle. On arrive à mieux fédérer vers une seule plateforme. Ça va dépendre un peu de votre taille. Ça va, je vais vite, hein? C'est correct? OK. Alors, face à ce constat, est-ce qu'il y a des gens qui remettent en doute, qui ne sont pas d'accord sur le constat que la migration infonuagique, ça s'en vient là, inévitablement? Non? On est d'accord là-dessus? Nice. Donc, on va être d'accord sur le reste. C'était le plus difficile. Premier constat face à cette nouvelle réalité-là, déjà, premièrement, le contexte de menace est différent. Alors ça aussi, c'est une grande discussion à avoir autour d'une bière. Un serveur, c'est un serveur. Je veux dire, j'ai mon IDR sur mon serveur, il me protège sur site, il va me protéger dans le cloud. J'ai mon firewall sur site, j'ai mon firewall dans le cloud. Oui, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que vous avez une nouvelle surface d'attaque dans l'info nuagique, qui est toute la couche, justement, l'API cloud proprement dite, la couche Azure, la couche AWS, la couche Google. Ça, c'est une nouvelle surface d'attaque qui est exploitable par les attaquants. Comme ce schéma le démontre, ça, c'est inspiré de l'attaque qui a eu lieu chez Tesla il y a quelques années, où vous voyez qu'il y a eu, sur l'ensemble du scénario, il y a eu une seule étape qui s'est déroulé sur le serveur qui aurait pu éventuellement être catché par un IDR. La réalité, c'est que ce n'était pas un serveur, c'était un conteneur, donc il n'y avait pas d'IDR, d'ailleurs. Donc là, déjà, ça vient tuer un peu ton effort de défense. Et tout le reste, l'access recovery, le mouvement latéral, le data exfiltration, crypto mining, etc., tout ça, ça s'est fait uniquement au niveau de la couche, c'était AWS en l'occurrence. Donc, je veux dire, ton firewall, il ne voit rien du tout. Ton IDR, il ne voit rien du tout. Il n'a pas ces événements-là, en fait. Il ne peut pas observer ces événements-là. Donc, vous comprenez que si vous n'avez pas un outil ou une technologie qui surveille ça, ben, vous ne le verrez pas. Puis ça, je vous confirme, ça se voit de plus en plus comme scénario. On va y venir. Deuxième constat, ben, avec cette nouvelle surface d'attaque, c'est aussi un environnement, un modèle opérationnel qui se complexifie. On n'est pas encore dans un niveau de maturité, puis ça, je pense que tout le monde en est conscient. On est encore au début un peu de notre migration vers l'info nuagique. On ne maîtrise pas encore parfaitement là, tout cet environnement, cet écosystème info nuagique. Mais c'est ça, la réalité, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre maturité, on va faire face justement à une nouvelle réalité. Pour la sécurité, c'est le fait que les développeurs, les lignes d'affaires vont aller consommer beaucoup d'objets natifs qui sont spécifiques aux fournisseurs. Donc on va plus parler de serveurs, on va plus parler de Windows, de Linux, ce qu'on connaît bien, là qu'on sécurise. On va parler de DynamoDB, de serverless component, on va parler des Q, SQS, whatever. Puis là, on va se retrouver, nous en tant que sécurité,
c'est des objets à sécuriser, mais genre, moi, je ne le connais pas, là. Je veux dire, puis là, on n'aura pas le choix, va falloir se renseigner, documenter, et puis voir les failles de sécurité. On va avoir donc aussi un besoin de s'intégrer de plus en plus fortement avec les développeurs. Pourquoi? Parce qu'avec l'info nuagique, bien souvent, on a toute la notion de CI/CD, de DevOps qui embarque. C'est-à-dire qu'on va vouloir mettre en place des pipelines, on va vouloir accélérer le développement. C'est vraiment la grande promesse de l'info nuagique pour les développeurs. Donc derrière, nous, on va vouloir sécuriser toute cette méthode de déploiement de code. On va avoir l'automatisation qui va nous frapper, il va falloir qu'on s'automatise parce qu'il va y avoir une échelle qui va être beaucoup plus large. Moi, je compare souvent ça avec l'arrivée de VMware dans les entreprises pour les moins jeunes d'entre nous. Les moins jeunes d'entre nous qui ont vu ça arriver en entreprise, c'était magique, quoi. Tu vois, avant, on avait des serveurs physiques, c'était simple, un serveur, une fonction, là, c'était facile. Puis là, VMware est arrivé, et puis pop, 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 on a vu des VM exploser, sauf que le budget de la sécurité, il n'a pas explosé. Le nombre de gars pour sécuriser tout ça, il n'a pas explosé. Et là, on s'est retrouvé avec des VM qui n'étaient plus tant gérés. C'est ça la réalité, là. Et le cloud, c'est pareil. C'est facile, le cloud. C'est souvent ce que je dis. Le cloud, c'est magique. Mais ça, c'est l'envers du décor. C'est que c'est très facile pour une ligne d'affaires de créer des serveurs, de créer des objets. Là, mais derrière, la sécurité, elle court. Elle court pour pouvoir rattraper ça. Donc, l'automatisation, ça va être indispensable. Vous n'aurez pas le choix. Etc., etc. Je vais avancer là-dessus. Troisième constat. Si vous n'êtes pas au courant, les menaces, ça arrive. Là. Ça arrive. Chez KPMG, on a une équipe de réponse aux incidents et puis cette équipe travaille étroitement avec mon équipe de sécurité info nuagique. Pourquoi? Parce que de plus en plus, désormais, nos incidents ont lieu dans un contexte info nuagique. Et donc là, c'est juste quelques exemples que je vous ai mis. C'est ultra rapide. Un client, par exemple, il est parti en week-end le vendredi, tout allait bien. Client sous Azure, il est revenu le lundi matin, il ouvre sa console de management. Oh, il y a une souscription qui a disparu. Plus de souscription. Elle avait disparu avec tous les serveurs dedans, tous les objets, bases de données, pof, disparu. L'attaquant, on a cette capacité. Il a détaché la souscription et l'a rattachée à son compte à lui. Donc là, autant vous dire que le l'IDR qui était installé sur les serveurs dans la souscription, c'est... Bonne chance. Vous voyez le delta, là, on n'est plus sur le même niveau de menace. Ça, c'est qu'un exemple. On en a plein d'autres comme ça. Derrière, le risque pour vous, ce qu'on voit beaucoup en termes d'exploitation lié à ces incidents, c'est le crypto mining. On en voit énormément. La semaine dernière encore, sous AWS, j'étais sur un incident. On a eu tout le chemin d'attaque traditionnel, enfin reconnu, documenté dans l'info nuagique. Première chose, en fait, on fait une data exfiltration. Deuxième chose, on va essayer d'utiliser la plateforme pour faire comme relais pour faire d'autres attaques, mener des attaques d'hameçonnage notamment. Puis troisième chose, on va faire du crypto mining pour faire de l'argent sur la carte de crédit du client. Mais ça va très très vite là. Je veux dire, quand vous avez l'attaquant qui commence à créer des clusters EKS dans toutes les régions AWS simultanément et puis à popper des conteneurs, je peux vous dire que votre bill, là, ça drop, là, ça va vite. Là. Donc tout ça, c'était passé uniquement via l'identité. Et aucune trace au niveau des serveurs, rien. C'était uniquement au niveau de la couche cloud. Donc, oui, je vous confirme, là, on travaille quasiment à toutes les semaines en ce moment sur un incident info nuagique au Québec. Ça, c'est une réalité. Donc, on en arrive à la raison pour laquelle ça nous prend des outils spécialisés. Et puis là, on en a plusieurs. Et là, c'est un petit peu le problème, c'est qu'on en a beaucoup. Et puis avec des acronymes qui sont absolument barbares. Donc on a un petit peu du mal à savoir faire la part des choses. C'est là que je dis que les gens qui sont installés au premier rang, ils ont de la chance. Bon, je vais vous balayer rapidement. Le premier, le plus connu, le CSPM. Est-ce que dans la salle, il y a des clients qui ont, des entreprises qui ont un CSPM en place? Non, même pas encore. Ok, c'est le plus connu. C'est le plus commun. CSPM, c'est tout ce qui est configuration management. Donc en fait, justement, pour s'assurer qu'on n'a pas une base de données qui a été créée par un développeur qui fronte Internet directement, par erreur, sans faire exprès, c'est le genre d'outil qui va vérifier en continu vos configurations. C'est l'équivalent du hardening qu'on fait sur site, sauf qu'on sait qu'on ne le fait pas très bien en général sur site, pour être honnête. Sauf que dans l'info nuagique, comme on fronte directement Internet, il n'y a pas de firewall là, donc possiblement.
Donc, ça peut aller beaucoup plus rapidement, là, les erreurs qui vous coûtent cher. Hein. Les buckets S3 exposés sur Internet, on en a très régulièrement. Donc, on est en 2024 et je vous assure que ça arrive vraiment. Donc, ça prend des outils qui vont suivre en continu votre environnement infonuagique pour s'assurer que c'est bien configuré et que vous êtes safe. Deuxième outil, le CWPP. Là, on rentre plus dans la détection de menaces. Ça, c'est un outil qui va justement analyser tous les événements dans votre environnement et puis qui va être capable de vous dire « Hop là, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal ». Donc, c'est l'équivalent d'un IDS pour la couche infonuagique. C'est un Intrusion Detection System pour la couche infonuagique. Donc, il travaille vraiment au niveau des logs AWS, Azure, GCP. Le CIEM, et non pas SIEM. Alors lui, c'est le Cloud Infrastructure Entitlement Management. C'est l'identité. L'identité et les permissions associées. Pourquoi c'est important? Parce que le vecteur numéro 1 d'attaque dans l'infonuagique, c'est l'identité. C'est des clés d'accès qui sont dans des dépôts GitHub, c'est du hameçonnage qui réussit, et puis du coup, l'attaquant utilise l'identité de la personne qui s'est fait hameçonner pour rebondir dans l'infonuagique, etc., etc. Ça c'est vraiment le scénario le numéro 1, parce que c'est le plus simple. Et pour ça, comment on se protège contre ça? On se protège avec des principes qu'on connaît tous, comme le moindre privilège. Waouh! Grosse nouvelle. Là, vous tombez de votre chaise. Le least privilege, ça a encore de la valeur. C'est encore quelque chose d'important. C'est encore plus important dans l'infonuagique parce que 99% des policies, des rôles dans l'infonuagique sont trop permissifs. On a un gros problème dans l'infonuagique, c'est que c'est tellement granulaire, les permissions, c'est tellement riche en permissions, que les équipes TI sont comme un peu débordées par ça. Et puis le réflexe, on va simplifier la vie, on va donner un droit administrateur, comme ça, hop, c'est bon, ça va marcher. Et puis évidemment, ça, c'est exploité au profit des attaquants. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le SYNAP qui est arrivé. Au début, c'était un gros terme marketing, et puis de plus en plus, ça devient quelque chose de concret. Le SYNAP, c'est quoi? C'est l'ensemble des trois premiers. C'est que vous avez le choix, soit vous pouvez aller chercher des outils qui sont vraiment nichés, soit vous pouvez vous dire, moi je veux tout ça, là, les trois premiers, là, l'identité, le threat detection et puis la configuration dans un seul outil, dans une seule console unifiée, je vais aller chercher un SYNAP. C'est un marché qui est jeune, c'est un marché qui a 2 ans, 2-3 ans vraiment de pertinence, de vie là, concrète. Et puis, par contre, on va le voir, c'est un marché qui décolle. Pourquoi? Parce que ça fait du sens d'avoir une seule console plutôt que d'avoir 3 consoles, évidemment. Et puis, on a un petit dernier, on va en parler un petit peu, là, c'est le SSPM. Le SSPM, c'est comme le CSPM, donc pour les configurations, sauf que ce n'est pas pour votre plateforme, mais c'est pour vos SaaS. Pourquoi on en a besoin pour nos SaaS? Parce qu'aujourd'hui, on a un monde de solutions SaaS qui deviennent de plus en plus complexes et riches. Je pense à des ServiceNow, à des Salesforce, évidemment à des M365. On s'entend là, c'est des plateformes, c'est ultra complexe, quoi. Vous avez un nombre d'interfaces, de paramètres qui, je veux dire, pour l'administrateur lambda, là, qui a plein de choses à faire, qui a autre chose à faire que de passer son temps là-dedans, c'est compliqué. Donc, et le problème, c'est que ces outils, Workday également, ces outils, ils peuvent exposer de la donnée très facilement. Je veux dire, il y a eu si vous commencez à googler, vous verrez que Salesforce a eu des choses qui ont été remontées par des chercheurs Krebs on Security là, il y a 1 an et demi, là, assez lourd. ServiceNow, très facilement, vous pouvez exposer de la donnée par erreur. Donc, ça vous prend en fait aussi un outil qui valide en continu le fait que vos données sont bien protégées. Pourquoi c'est important? Parce que vous vous rappelez le graphe, enfin le tableau sur les données, vos datas sensibles sont dans ces SaaS-là. Vos datas personnelles, vos datas financières, elles sont dans ces SaaS-là, aujourd'hui. Voilà, donc ça fait le tour un peu. C'est un peu lourd, mais on va se focaliser sur le SYNAP, parce que l'intérêt, c'est qu'il résume les 3 premiers. Et puis, on va parler un petit peu du SSPM. Il me reste 1 heure encore? Non? Ah, ok. Je suis dans la schmout.
Donc, je vous l'ai dit, le Synapse, ça marche fort. Le Synapse, ça marche très très fort, c'est en explosion, c'est 50% à peu près de croissance à tous les ans. Aujourd'hui, là, c'est peut-être le marché qui a le plus de croissance en cyber. Donc, on va voir pourquoi. La question que je pose, c'est, OK, la Synapse, ça marche fort, ça a du sens, ça répond à un besoin, mais est-ce que c'est des solutions natives des éditeurs ou des solutions tierces qui vont dominer le marché? Eh bien, en fait, pour répondre à cette question, quelques petites statistiques. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, oui, en fait, on n'est pas trop en maîtrise de notre sécurité informatique. Je veux dire, il y a des incidents. Si on pose la question à des décideurs, des CISO, ben, ils ne sont pas forcément très rassurés sur leur sécurité, leur posture de sécurité. Il y a des concerns, excusez l'anglicisme. Mais pourtant, je vous l'ai dit en introduction, la business, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Et 86% des décideurs technologiques veulent aller vers le multi-cloud. Bon, moi, ça me fait mal, mais c'est la réalité, il faut l'accepter. C'est comme ça. Donc, face au multi-cloud, eh ben, il est temps d'accepter ce multi-cloud. Il est temps d'arrêter de lutter contre ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, en tant qu'équipe sécurité, on peut vouloir à tout prix suivre le train, là, ou on peut embarquer dans le train. C'est-à-dire qu'on peut, lorsqu'il y a une initiative Oracle ou il y a une initiative GCP qui, hop, apparaît dans l'entreprise, on peut se dire, bah tiens, on va former des gars dans GCP, on va aller chercher du training dans GCP, on va se former sur l'outil natif de sécurité de GCP. Sauf que vous avez en même temps Azure qui décolle et puis vous n'avez pas la capacité, c'est ça la réalité là. On ne l'a pas la capacité. Donc pour ça, ça veut dire quoi? Qu'on va aller sur des solutions effectivement multi-cloud par nature, du Synapse multi-cloud. Ça c'est vraiment le point numéro 1 et c'est souvent des solutions tierces. Alors je dis souvent parce que pas tout le temps. Parce que Microsoft, justement, on était juste avant avec nos amis de Microsoft. Microsoft a très bien compris ça, Google également. Et aujourd'hui, par exemple, l'outil de Microsoft, Defender for Cloud, un des messages numéro 1 que vous allez entendre de Microsoft, c'est son aspect multi-cloud. Ils le développent très fortement sous l'angle multi-cloud parce qu'ils l'ont compris, parce que c'est là où va le marché. Vous ne pouvez pas vous former à la fois sur l'outil de Google, sous l'outil d'AWS, sous l'outil de Microsoft. On n'a pas la capacité. C'est ça, que les chiffres nous disent, que le marché nous dit. Donc, il nous faut une solution, une console qui va prendre en compte l'ensemble des plateformes. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir former des gens quand même sur les différents environnements, parce qu'en investigation avancée, etc., ça vous prend des compétences. Mais au moins, vous allez réduire un peu le pain, notamment sur les équipes de sécurité opérationnelle et sur les SOC, qui vont pouvoir avoir une seule console. Les points importants, pour le CSPM, moi ce que j'aime beaucoup, c'est tous ces CSPM, ces outils vont vous vérifier votre configuration par rapport à des frameworks, donc le CIS, le NIST, whatever, si vous en avez plein, là, vous avez de l'ISO. C'est super. Qui est compatible 100% avec un framework CIS? Personne. Ça n'existe pas. Personne ne peut être compatible 100% avec un framework CIS, ou alors votre système, il est dans un bunker et puis il ne fonctionne pas. Donc, non, mais c'est ça la réalité. On a tous des petites exceptions. Et bien ça doit se retrouver dans le choix de votre CSPM. Votre CSPM doit vous offrir une vraie capacité d'adaptation des règles, de customisation des règles, pour que vous puissiez prendre en compte les tags, par exemple, qui sont associés aux objets infonuagiques, votre contexte, vos règles à vous là, de sécurité. Ça, c'est peut-être le numéro 1. Ça vous sera mis à disposition après, là, je vous rassure. Pour le CWPP, ce qui est très intéressant à avoir comme réflexion, c'est le côté agentless. Beaucoup d'éditeurs, des gros éditeurs, vont vous mettre en avant le fait qu'ils sont agentless, c'est-à-dire qu'ils vont scanner en fait des snapshots de vos serveurs, les disques de vos serveurs de façon asynchrone, ce qui vous évite de déployer des agents. Qui aime déployer des agents? Personne. C'est lourd, les agents. Ouais, mais en même temps, d'un point de vue sécurité, agentless, ce qu'il faut comprendre, c'est le fun, moins d'opérations, mais vous ne scannez pas la mémoire. Des attaques en conteneur qui s'exécutent uniquement en mémoire, vous ne les aurez jamais dans un mode agentless. Ça, ils ne vous le disent pas, les éditeurs. Donc ça, posez-vous quand même la question. C'est peut-être pas un besoin pour vous. Peut-être que vous avez priorisé le côté TI facilité, mais peut-être d'avoir un éditeur qui fait les deux, c'est peut-être pas inintéressant. Donc ça, c'est peut-être le numéro 1. Pour le CIEM, clairement, les scénarios de privilege escalation dans AWS, je pense qu'on en a à peu près 24 de mémoire, je ne suis plus sûr du chiffre, des scénarios, des possibilités de privilèges, d'escalade de privilèges pour devenir administrateur sans l'être à l'origine, grâce à certaines permissions ou certains chemins détournés.
Bah ça, vous voulez le savoir, là, parce que vous ne le verrez pas dans la console AWS comme facilement. Là, c'est très compliqué à voir ça. Et ça, c'est ce genre d'outil va vous le mettre en avant, va vous dire, attention, parce que telle permission affectée à telle machine ou autre, là, ça pose un vrai risque de sécurité. Le CNAPP, donc effectivement, la consolidation, bah, c'est le multi-cloud, hein, j'en ai parlé, c'est ça le numéro 1, il faut que ça couvre tous vos charges de travail. Pour le petit SSPM, on n'a pas beaucoup parlé, c'est la partie adaptabilité également. Pouvoir faire des règles personnalisées, c'est quelque chose qui est aussi important parce que, comme pour le CSPM, c'est à peu près la même chose que le CSPM. Ce n'est pas juste un framework que vous voulez vérifier, c'est votre framework, inspiré du CIS, inspiré du NIST, mais c'est vos règles à vous que vous voulez valider en continu. Je suis large. Je termine sur les exemples d'utilisation avancée pour illustrer un peu tout ce que je vous ai dit. C'est pas que du bullshit, hein. C'est vrai. Par exemple, ça, c'est une interface d'un CNAPP. On a beaucoup dans les CNAPP aujourd'hui des notions de attack path qui vous permettent. Ce qui est sympa avec ces fonctionnalités, c'est que ça connecte un peu les 3 outils qu'on a vus avant, là, le CWPP, CSPM, CIEM, dans une seule vue. Donc là, qu'est-ce qu'on voit là typiquement ici? Je sais pas de pointeur, non, bon. On voit qu'on a un serveur, on a un chemin d'attaque vers un serveur. Pourquoi c'est un chemin d'attaque important sur ce serveur? Parce que déjà, on voit qu'on a un security group, donc ça doit être dans AWS. On a un security group, c'est-à-dire des règles de pare-feu, en quelque sorte, qui sont très permissives. Donc, on a un problème de configuration, clairement, sur notre security group, qui laisse passer du trafic qu'il devrait bloquer. Ensuite, on arrive sur une instance, et puis là, on a des petites icônes qui nous disent qu'on a des vulnérabilités critiques sur cette instance. Parce que les CNAPP, je ne vous l'ai pas dit, mais bien souvent, ça embarque aussi de vulnerability detection. Donc, ça vous permet de consolider vos outils aussi. Donc là, on voit qu'en plus, on arrive sur une instance qui est vulnérable. Donc, on a un problème de configuration sur le pare-feu, on a une instance qui n'est pas patchée, et derrière, on a un rôle qui est attaché à cette instance, qui a des permissions d'administrateur. Ah bah là, c'est parfait, c'est un magnifique scénario. C'est-à-dire que l'attaquant, s'il passe par ce chemin d'attaque, il va se retrouver administrateur de votre environnement AWS. Donc ça, attaque pass, super sympa sur un CNAPP, c'est votre top priorité, vous commencez par là, vous voyez les chemins d'attaque les plus critiques. Deuxième scénario, je vous ai parlé de votre SOC, votre équipe de sécurité opérationnelle, elle n'a pas envie de se former sur plein d'outils natifs, elle a envie de se former sur un outil, quel qu'il soit, là, de votre choix. C'était mon challenge aujourd'hui, c'est pas vous donner un seul nom d'outil, mais je pourrais vous le donner après si vous voulez. Par exemple, là, vous allez avoir, ça c'est un exemple avec un outil, vous avez un CLI, vous avez une ligne de commande qui va vous permettre d'interroger tous vos environnements infonuagiques et de faire des requêtes avancées sur l'ensemble de vos environnements infonuagiques. Vous imaginez le gain pour vos équipes de sécurité d'avoir juste cette ligne de commande à apprendre. Et là, typiquement, on imagine, je suis un SOC, j'ai une alerte sur un serveur VNC qui est exposé a priori dans mon entreprise. Qu'est-ce que je fais? Je fais une première requête qui va me balayer tous les security groups, tous les règles de pare-feu pour vérifier est-ce que j'ai un port ouvert pour accéder à du VNC. Là, il va me sortir effectivement un security group avec un pod qui est attaché derrière. Là, je vais vérifier avec une deuxième ligne de commande, est-ce que dans mon cluster KS, j'ai des pods avec des droits administrateurs qui roulent? Il va me le dire. Ou est-ce que j'ai des règles de pod policy qui empêchent ça? Puis troisième ligne de commande, je vais vérifier est-ce que j'ai des vulnérabilités à l'intérieur de ce conteneur. Tout ça avec une ligne de commande, enfin avec un CLI, un seul outil. Donc, et puis là, ensuite, je vais pouvoir vérifier les alertes et puis faire une vérification de toutes les alertes qui ont popé récemment par rapport à EKS, qui est mon outil mon cluster de conteneurs. Donc, vous comprenez, c'est vraiment ça le gain d'un CNAPP. C'est un outil, c'est la vélocité que vous amenez et de la simplicité que vous amenez pour vos équipes. Et puis, dernier truc vraiment que j'aime beaucoup, c'est le côté contextualisation dans l'ensemble. On a beaucoup d'objets potentiellement dans un compte infonuagique à Azure, AWS, whatever. Pour la sécurité, c'est toujours compliqué de comprendre comment marche l'architecture TI derrière. Nous, on essaye de sécuriser, mais on n'est pas toujours en maîtrise de l'architecture TI. Ça va vous aider énormément parce que vous allez voir tous les flux de communication, vous avez une représentation dans l'environnement et puis vous voyez justement ceux qui ont fait des tentatives, par exemple, d'accès. Là, je filtre sur Unauthorized. Donc là, je me retrouve avec tous les flux qui vont aboutir à une action unauthorized, à un déni.
Donc ça me permet de voir qui a tenté une action qui a été refusée. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est peut-être révélateur d'une attaque qui est en cours? J'ai fini. La conclusion. J'ai presque fini. Mais c'est vraiment ma dernière slide. Le CNAP, aujourd'hui, c'est ça mon message. Aujourd'hui, le CNAP, vous devez sérieusement vos documents, documentez-vous là-dessus, commencez à regarder si vous avez de l'info nuagique. Pensez tout de suite CNAP, pensez pas CSPM, CIEM, CWPP, pensez CNAP. C'est le truc à faire, c'est le plus simple. Le SSPM pour vos SaaS, c'est quelque chose d'important. C'est encore très early adopter. Il y a très très peu de clients au Québec qui ont un SSPM. C'est peut-être plus dans les 3-4 ans. C'est bien de commencer quand même à regarder et à se documenter, c'est intéressant là, mais c'est encore assez tôt. Troisième conclusion, évidemment, comme pour tous les outils, là j'ai milité beaucoup pour le CNAP et puis pour vous convaincre que c'est important, mais il faut que quelqu'un le gère, le CNAP. Si vous avez personne derrière qui s'assoit sur la console, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc évidemment, on revient aussi quand même aux fondamentaux, qui est d'avoir une capacité humaine en termes minimum d'expertise pour être formé sur le CNAP, et puis surtout en termes de capacité, ce qui est souvent notre problème.